Faut que je me présente. Oui! Moi, je suis pas ça. Elle peut présenter si tu veux, là. Je sais pas. Je vais en oublier 3 quarts quitter, tu sais. Je suis qui, moi? Je m'appelle Anne-Marie. C'est tout. Ben, c'est dur ça présenter, hein? C'est tout ça. Ouais. Puis j'aime les êtres humains. C'est juste ça. Je veux faire la différence. Je pense qu'on peut toute la faire, mais ça dépend de chacun de nous. C'est ça. C'est juste question d'attitude, question de comment on envisage la vie. Fait que c'est juste ça. Puis bienvenue dans notre équipe. Bonjour, moi c'est Lise. J'ai travaillé pour le groupe humain pendant 1 an et demi à peu près. L'expérience que j'ai eue, j'ai adoré mon expérience. J'étais entre autres formatrice pour l'approche. C'est des gens formidables. Ce que je pourrais dire, il n'y a rien de mieux, encore une fois, que observer, demander, avoir l'humilité de ne pas tout savoir. Puis c'est ce que j'ai fait parce que j'avais jamais formé personne, j'avais jamais fait ça. Puis j'ai appris, mais avec des gens qui sont tellement généreux. Puis moi, le groupe humain, ça m'a changé. Je suis devenue une autre personne à côtoyer ces gens-là. C'était une expérience merveilleuse et c'est ça. Lise, c'est la meilleure personne que je connais. C'est une personne extraordinaire, c'est une sage, c'est une personne qui se donne beaucoup, qui veut apprendre, qui veut connaître les gens, qui veut être au service des autres, qui veut faire le bien. Et puis, elle a apporté beaucoup au groupe humain. Elle a dit que le groupe humain y a apporté beaucoup, moi je dirais le contraire. Puis, je suis très heureuse qu'elle soit là pour vous montrer puis vous dire un peu comment il faut entrer en relation avec les gens parce que c'est la personne qui rentre en relation de façon la plus positive avec les gens avec qui elle est, quelle que soit la personne, sans jamais de jugement. Alors, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de Lise. Puis moi, quant à moi, je peux juste vous dire que malgré ce qu'on peut penser, c'est on pense qu'on est au service des gens, mais en faisant ce qu'on fait, c'est nous autres qui grandissons aussi. Puis je vous souhaite de grandir parce que la vie est courte, puis il faut en profiter, puis il faut en faire profiter les autres, mais en même temps, on en retire beaucoup. Fait que moi, je retire beaucoup de ce que je fais avec mes directrices. Et puis ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires, autant les résidents que les cordeaux, que les directrices. On est privilégiés dans la vie. Fait que je vous souhaite de tirer le meilleur parti de votre travail, puis d'être heureux, puis de semer le bonheur autour de vous, puis ça va se multiplier. Ça va faire qu'on va faire la différence dans la vie des gens. C'est ça. Jessie Delisle, directrice milieu de vie et culture pour le groupe humain. On a changé un petit peu nos façons de faire au groupe dans la dernière année, dont la formation approche qu'on a décidé de mettre sous forme de capsules vidéo que vous allez pouvoir visionner à la maison. C'était important pour nous de vous outiller pour intervenir avec les résidents, que vous ayez vraiment le contenu sur notre clientèle, comment vous y prendre, les trucs des pros que vous avez vu là, passer précédemment. Mais c'était aussi important pour moi de dire un gros merci à Caroline qui a participé à l'élaboration de cette formation, Lise, Anne-Marie qui se sont prêtées au jeu mais qui n'aiment pas du tout ça être filmées. Et merci spécial aussi à Jeanne Mador qui nous a donné un très gros coup de main pour tout ce qui est en lien avec la capsule sur la santé mentale, qui est une clientèle qu'on a au groupe humain de plus en plus et avec laquelle ça nécessite une expertise particulière pour intervenir. Donc merci tout le monde. Moi, l'approche, c'est avoir la considération
d'entrer en relation avec un être humain qui a un vécu, qui a eu une vie, qui a eu une personnalité, qui l'a encore. C'est juste ça, l'approche. C'est tenir compte de l'autre. Puis je dirais aussi, si tu veux le mentionner, de la dignité d'une personne. Oui. C'est ça, c'est Ouais. super. Tu sais, l'approche, là, c'est de garder sa dignité, dans le fond, aussi. Lise a dit, c'est vrai, l'approche, c'est aussi la dignité humaine. Tu sais, quand est arrivé le COVID, la seule affaire qui était importante pour nous, pour le groupe humain, c'était que les gens gardent leur dignité. Puis c'est encore important, puis c'est pour ça que considérer les gens autrement que juste une personne malade ou une personne qui a une démence, mais une personne qui a un vécu, qui a fait un job, qui a été conjoint, qui a été conjointe, on veut tous être considérés comme ça quand on va être plus âgé ou quand on va être plus malade, pas juste comme une personne malade, pas juste avoir une étiquette. Fait que c'est ça la dignité humaine. Pour moi, l'approche, c'est être à l'écoute de notre résident. Puis une fois que tu es à l'écoute, tu es en mesure de répondre à leurs besoins, aux besoins qu'ils ont. C'est tout simplement ça. Si je vous arrive de même, là, ça vous tente-tu de me parler? Je pense que votre premier outil de travail, là, je vous le dis par expérience, votre premier outil de travail, c'est votre sourire. Fait que si vous arrivez en souriant envers les résidents puis envers vos collègues, c'est sûr, c'est winner à chaque fois. Fait que c'est le premier outil, c'est pas compliqué, là, ça prend pas un grand cours, c'est le sourire. Savoir faire preuve de savoir-être, ben, être capable d'amener les choses d'une belle façon. Être capable de douceur, de prendre le temps, c'est hyper important. Avoir une bonne capacité d'adaptation. Moi, là, faire cette vidéo-là, c'était pas évident pour moi, là. Je suis pas faite pour ça. Mais on a Max, puis Jessie, puis Lise, puis moi, on a fait capacité d'adaptation. Là, il a fallu s'adapter pour essayer de vous amener à être les meilleures intervenantes possibles. Ça vaut la peine, puis c'est super important. Fait que faire capacité d'adaptation, c'est de s'adapter à des situations auxquelles, des fois, on est confronté, puis il faut se revirer de bord rapidement, puis c'est avec des gens qui ont de la démence ou des gens qui ont des troubles de comportement ou des familles qui sont insatisfaites, il faut être capable d'adaptation. Puis avoir de l'empathie. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'empathie, la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de quelqu'un. La sympathie, c'est d'être avec quelqu'un, d'avoir de la peine avec la personne. L'empathie, ça va être de pouvoir se transposer puis de se dire, mais peut-être qu'elle a de la peine, ou peut-être que c'est difficile pour elle, ou peut-être que dans la douche, elle a froid, puis peut-être que si moi j'étais dans la douche, j'aurais froid. Fait qu'avoir de l'empathie, c'est hyper important dans votre travail. Puis ça va vous servir aussi dans votre vie personnelle. De toute façon, tout ce que vous allez développer au travail, dites-vous que ça va vous servir pour vous comme personne, comme mère, comme conjointe, comme personne. Fait que ça vaut la peine d'investir. Les qualités nécessaires pour être un bon intervenant, entre autres, avoir un bon sens de l'observation. Avoir un bon sens de l'observation, on a un résident qui à tous les matins mange comme il faut, mange bien, puis tout ça, puis le midi mange bien, puis à un moment donné, il ne mange pas. Là, on se dit, il faut observer, il faut savoir observer. Ah, il doit y avoir de quoi qui ne va pas. C'est important. Il marche, il boite pas. Ce résident-là, d'habitude, c'est important. C'est vous qui êtes au premier rang. C'est une très belle qualité, c'est une qualité nécessaire d'avoir un bon sens d'observation avec nos résidents.
Avoir un sens de l'humour, ben ça passe partout, hein? C'est pas juste en tant qu'intervenant. Je pense que c'est une super belle qualité générale d'avoir un sens de l'humour, puis ça sert là-dedans aussi. Être respectueux, je pense que encore une fois, ça parle tout seul. Hein? On vous voit, monsieur, madame, on est respectueux envers nos collègues, on est respectueux envers les résidents, on est respectueux envers les familles, ça va de soi, une belle qualité. Favoriser le travail d'équipe, bien, ça, vous allez m'en entendre parler, c'est de quoi de très, 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 très important pour être un bon intervenant, puis très important pour être heureux aussi dans notre travail. Puis j'ajouterais aussi, mettons, mon dernier, avoir de l'humilité. Moi, je trouve que c'est une belle qualité d'avouer, on ne connaît pas tout, d'être capable d'aller demander, d'être capable de... Tu fais quoi, toi, pour le laver? Tu réussis, je ne suis pas capable. Avoir l'humilité de ne pas savoir, puis d'aller chercher l'information, ça va faire de vous vraiment un meilleur intervenant. C'est ça. Le savoir, c'est des connaissances théoriques. Tout le monde peut apprendre des connaissances théoriques. Le savoir-être, tu as une posture et une approche. On parlait d'attitude positive, avoir rayonner. Les gens qui sont rayonnants puis qui sourient, puis tout ça, c'est attractif. On est attiré vers eux. Les résidents ne peuvent pas faire autrement qu'être attirés par une personne souriante. Ça, c'est super important. Puis le savoir-faire, ben, c'est l'application des connaissances. Comment changer un lit, comment nous autres, on fait ça comme ça au groupe humain, on met le piquet avant ci, ça c'est le savoir-faire. Mais le savoir-être, là, puis même si on ne l'a pas complètement, mais ça se ressent aussi. Moi je trouve en tout cas d'observer les gens, puis même les résidents, des fois, ils vont nous montrer ce dont on a besoin, c'est être capable d'être à l'écoute de ça. L'approche, c'est... Bien, moi, je pense que l'approche, c'est la qualité de personne que toi, t'es, puis qui prend soin. C'est prendre soin, c'est la qualité de prendre soin des gens, c'est la manière de prendre soin des gens, c'est l'empathie, c'est l'écoute aussi, c'est pas une job qu'on fait. Quand on va travailler, on est préposé, on va travailler, c'est pas une job qu'on s'en va faire, c'est prendre soin de quelqu'un. C'est plus qu'une job. C'est ça, une job, c'est comptabilité, je travaille à la banque, je construis, je fais de l'asphalte à terre, ça c'est une job. Mais nous, ce qu'on fait, travailler avec les gens, les infirmières, les hôpitaux, tout ça, c'est plus qu'une job. C'est prendre soin de quelqu'un de vulnérable. C'est vraiment, vraiment, c'est une responsabilité. Puis préposer, là, c'est une méchante responsabilité. Tu passes tes journées avec ce genre. Fait que l'approche, c'est essentiel. Puis il faut que tu l'aies en dedans de toi. Ça s'apprend un peu. Le savoir-faire s'apprend. Savoir-faire, ça s'apprend. Parce que, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas comment ci, comment ça. On va me le montrer. Le savoir-être, ça se ressent. Puis il faut l'avoir un peu en dedans de nous. Mais aussi, ça peut... tu peux être imprégné par quelqu'un, mais moi, je trouve aussi que le savoir-être, il faut l'avoir, mais on peut s'inspirer des gens. Puis ça, c'est important d'aller voir, c'est des qualités, c'est des... Pour moi, l'approche, c'est avoir la considération d'entrer en relation avec un être humain qui a un vécu, qui a eu une vie, qui a eu une personnalité, qui l'a encore. C'est juste ça, l'approche. C'est tenir compte de l'autre. Bien, les troubles cognitifs, pour moi, c'est une altération de tout ce qui fait la cognition, fait que l'attention, comme je disais, la mémoire, etc. Mais il reste que, tu sais, on est tous des animaux.
la cognition fait qu'on est différent de d'autres types d'animaux, mais en quelque part, on a tout un instinct, puis on a tout des besoins qu'on doit combler. Puis cognition, pas cognition, c'est important de combler ces besoins-là. Fait que les troubles cognitifs font qu'on comprend moins la façon dont on doit combler nos besoins, on comprend moins comment ça fonctionne, mais nos besoins doivent être comblés quand même, puis on doit avoir de l'amour, puis on doit avoir de l'affection, puis on doit avoir de la sécurisation, c'est important. Alors, c'est bien de savoir que au vieillissement normal, quand on vieillit normalement, même sans maladie, il y a une altération qui se fait à différents niveaux. Une altération au niveau de l'attention, on est un peu moins attentif en vieillissant. La mémoire aussi diminue un petit peu, puis c'est tout à fait normal. Il y a l'altération des sens, on entend un peu moins bien, on goûte un peu moins les aliments, etc. Ça fait partie du vieillissement normal de chaque individu. C'est sûr que quand on est stressé ou on est fatigué ou on a des événements difficiles, ces difficultés-là peuvent être augmentées aussi. Il y a des troubles cognitifs qui sont réversibles, qui sont dus à certaines situations. Quelqu'un qui a des problèmes d'éthylisme, c'est-à-dire qui va consommer de la boisson de façon importante, quelqu'un qui a une tumeur au cerveau, quelqu'un qui a une dépression. C'est sûr que quelqu'un qui est en période de dépression majeure, c'est évident qu'au niveau de la cognition, il va être moins alerte, moins attentif. L'intoxication médicamenteuse aussi, quelqu'un qui va prendre des médicaments puis qui va être intoxiqué. Mais c'est réversible dans le sens qu'une fois que ces éléments-là sont enlevés, mettons si la tumeur est enlevée, si l'alcool est cessé, si le médicament est cessé, etc., la personne va redevenir à son état antérieur, son état normal. Nous, ce qui nous intéresse, puis la plupart de notre clientèle, c'est plus des gens qui ont des troubles cognitifs qui sont irréversibles et c'est ce qu'on appelle les démences. Alors, les démences, c'est un ensemble de symptômes qu'on appelle un syndrome et à ce moment-là, les neurones se détériorent par différents processus et le processus comme tel, c'est ça qui va définir quel type de démence. Alors, il y a plusieurs types de démence. Seulement un médecin peut diagnostiquer une démence. Fait que, normalement, les gens vont présenter un changement au niveau de la personnalité, un changement au niveau des habiletés sociales, des difficultés au niveau de la mémoire, etc. Puis là, les gens vont consulter le médecin parce qu'ils trouvent que soit le conjoint ou la personne elle-même trouve qu'elle a changé. Ils vont aller voir le médecin et le médecin, bien, par différents tests qu'on va voir un peu plus tard, va être capable de diagnostiquer quel type de démence. Alors, l'Alzheimer, c'est un type de démence. Comme je vous dis, il y en a plusieurs. On va parler de 5 des démences les plus courantes qu'on voit, mais il y en a d'autres. Alors, on va vous parler de la maladie d'Alzheimer, la démence à corps de Lewy, la démence vasculaire, la frontotemporale, puis la démence mixte. Comme je vous disais un petit peu avant, le type de démence dépend du processus qui est impliqué dans la détérioration des neurones et souvent la démence est appelée par la personne qui l'a découvert. Alors la démence Alzheimer, bien, un gros secret là, c'est Alois Alzheimer qui a découvert cette démence-là en 1906. Fait que ça, c'est causé par des changements structuraux et des pertes neuronales à cause de plaques séniles, c'est-à-dire que les neurones meurent parce qu'il y a une diminution de certains produits chimiques dans le cerveau, puis sans aller trop dans le détail, là, ça fait qu'à un moment donné, à certains endroits du cerveau, il va y avoir soit des amas de restants de neurones ou des plaques séniles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de neurones qui sont là, donc évidemment la communication ne se fait pas, puis là, bien, ça va amener différentes problématiques qu'on verra un peu plus loin. On ne sait pas trop d'où ça vient. Ben, vous le savez, il y a beaucoup de recherches qui est faite sur l'Alzheimer. Il y a une question familiale. On va voir des familles, un peu comme les problèmes cardiaques, où il y a des familles où il y a plus d'Alzheimer, il y a des familles où il y a plus de problèmes cardiaques. Fait que il y a un facteur familial. Et ce qu'on a observé, c'est que plus la démence Alzheimer est diagnostiquée jeune, plus le contexte familial est impliqué.
Fait que ça, c'est la démence qui est à peu près la plus fréquente. Je dirais peut-être, puis là, c'est pas scientifique, là, mais peut-être 50% des démences sont Alzheimer. Le deuxième type de démence qu'on va voir, c'est la démence à quart de Lewy, qui est souvent reliée au Parkinson. Ça ne veut pas dire que tu as du Parkinson, que tu vas avoir une démence à quart de Lewy, mais c'est une démence qui est quand même assez fréquente. La démence à quart de Lewy, le quart de Lewy, c'est une substance qui est dans le cerveau, qui a été découverte par un neuropsychologue qui s'appelle Lewy. Alors, puis à ce niveau-là, ben, va se déposer des enchevêtrements de neurones, puis ça va se détériorer. La particularité de la démence à quart de Lewy, c'est que les gens vont être quand même plus alertes au niveau de la mémoire, tout ça, mais souvent ils vont avoir des hallucinations, particulièrement le soir ou la nuit, des hallucinations soit visuelles ou auditives. Donc, c'est un peu la particularité de la démence à quart de Lewy, mais un peu comme l'Alzheimer, il y a une détérioration qui se fait au niveau de toute la cognition, c'est-à-dire l'attention, la mémoire, le langage, etc. Fait que ça, c'est la démence à quart de Lewy. Le troisième type de démence, c'est la démence vasculaire. La démence vasculaire, le processus est un peu différent. La démence vasculaire, c'est plus au niveau de la vascularisation. Donc, il y a des genres de petits infarctus qui se provoquent au niveau du cerveau, qui fait que les veines ou les petites artérioles meurent, donc le sang ne peut pas se rendre aux neurones, puis comme le sang ne se rend pas, c'est pas oxygéné, donc les neurones meurent. Donc, ce n'est pas une question chimique, c'est plus une question vasculaire. La différence avec la démence Alzheimer, c'est souvent la démence vasculaire va se faire à palier, c'est-à-dire que la personne va se détériorer, mais comme en escalier, plutôt qu'être une pente comme l'Alzheimer, que ça s'en va progressivement. Une journée, la personne n'est pas si pire, puis le lendemain, c'est un petit peu différent, mais encore là, c'est toutes les atteintes au niveau cognitif. Quand on parle de la cognition, on parle, comme je dis, de l'attention, de la communication, du langage, de la mémoire, évidemment, du comportement, etc. Là. Donc, tout ça aussi va se détériorer. La démence frontotemporale, c'est une démence un peu particulière. Les premiers symptômes, ça va souvent être au niveau du comportement, du langage. C'est des gens qui, en général, vont avoir des atteintes au niveau, ils vont être désinhibés, ils peuvent avoir de l'agressivité, parce que c'est tout le lobe frontal qui gère le comportement. Donc, les personnes vont être inappropriées, vont dire des choses sans filtre, vont être impolies, vont se laisser distraire facilement, ils peuvent être aussi impulsifs, etc. C'est un type de démence qui demande une approche très particulière. Il faut faire attention, puis c'est sûr que ces personnes-là, c'est pas de leur faute, mais ils sont plus capables de gérer leur comportement. Puis la démence mixte, c'est assez simple, là, c'est comme le jackpot. C'est quand tu as deux types de démence, habituellement c'est Alzheimer puis vasculaire. Fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir différents types de démence qui vont être combinés, puis ça fait que la démence se détériore. La démence est très présente. L'évolution de la maladie, ça dépend de l'individu et son environnement. C'est sûr que chaque individu, génétiquement, il n'y a pas une démence qui évolue de la même façon. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une démence, c'est évolutif. C'est une maladie incurable. Les gens, s'ils ne meurent pas d'autre chose, vont mourir de ça. Et ça n'arrête pas. Mais ça dépend, il y a des individus, une démence Alzheimer, ça peut durer de 0 à 20 ans. Puis ça dépend de ta constitution, ça dépend de ce qui se passe dans ta vie, ça dépend des événements que tu vis, ça dépend de la stimulation que tu as.
Ça va dépendre aussi de la médication. Il y a des médicaments, par exemple, qui vont aider à ralentir ou à atténuer. Ça n'arrêtera pas la maladie. Fait qu'il y a 4 types de médicaments actuellement qui existent, l'Aricept, les Bixol, Excelon et le Réminil. Ça va ralentir le processus, mais à un moment donné, ces médicaments-là ne sont plus efficaces. Donc, c'est le médecin qui décide à quel médicament. Puis ça va aider aussi au comportement de la personne. L'environnement, c'est très important. Tu sais, les gens qui ont une démence, il faut qu'ils soient stimulés, il faut qu'il y ait une bonne routine, il faut qu'ils prennent bien leurs médicaments, il faut qu'ils s'alimentent bien. C'est sûr que si quelqu'un est à son domicile, qui ne mange pas bien, qui ne prend pas bien ses médicaments, qui ne voit personne, qui n'est pas stimulé, évidemment, il va se détériorer plus rapidement. Puis les événements stressants aussi. C'est quelqu'un qui vit un décès, qui vit un déménagement, qui vit une maladie, puis vous allez voir au courant de votre travail, si vous avez un de vos résidents qui est hospitalisé, quand il revient de l'hôpital, ben, il est plus mélangé, il a plus de difficultés parce qu'il a été déstabilisé. Fait que la stabilité, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des employés stables. Ça a un impact très, très important pour les gens. C'est important pour moi de vous parler des outils d'évaluation que le médecin va utiliser. C'est pas nécessaire de tout connaître, mais je pense que comme intervenant, vous devez savoir un petit peu comment on évalue les gens. Alors, un des outils les plus utilisés, c'est le MMSE, ça veut dire le Mini Mental State Exam. C'est un genre d'évaluation préliminaire pour voir si la personne a des troubles cognitifs. C'est un outil qui est très utilisé et qui est très fiable quand même parce que ça fait déjà depuis 1975 qu'on l'utilise. C'est M. Folstein qui l'avait élaboré. Alors, ce que ça fait, c'est que on pose des questions à la personne. Ça prend à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes faire le test. C'est un score sur 30. Et normalement, en bas de 23 sur 30, ça veut dire que la personne, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être pour différentes raisons, mais ça nous piste sur des difficultés que la personne peut avoir. Alors les questions, ben, vous allez voir peut-être à l'image, ça va être quelle année on est, il y a des petits tests de calcul, il y a des dessins à faire, fait que c'est assez simple à faire, puis à peu près n'importe qui là, devrait réussir ce test-là. Si ce n'est pas le cas, ben, à ce moment-là, le médecin va investiguer, va aller faire des prises de sang, des scans, etc. Un autre test aussi qui est utilisé, qui est un peu plus élaboré, c'est le PECPA, qui a été fait par Géno et Taillefer, c'est sur 100. Ça comprend une évaluation MMSE, mais ça pousse un peu plus loin, puis ça peut aller décortiquer un peu plus les différentes problématiques parce que c'est un test qui est beaucoup plus poussé au niveau du langage, de la communication, etc. Et un des derniers tests aussi qui est utilisé, c'est le MoCA test. C'est Montreal Cognitive Assessment. C'est un test qui va aller aussi valider puis vérifier la flexibilité mentale. Fait que c'est les 3 tests qu'on voit le plus souvent, puis je vous dirais que le Folstein, le premier, c'est celui qui va nous donner un peu une idée où est rendue la personne. Puis l'importance de ces tests-là, c'est pas seulement de déterminer s'il y a un trouble cognitif, mais ça nous permet aussi de voir l'évolution de la maladie. Donc, si la personne arrive en résidence, puis elle a 19 sur 30, puis on refait le test 6 mois après, puis elle a 11 sur 30, bien évidemment, ça objectivise la détérioration de la situation. Fait que c'est juste pour vous mettre en contexte, puis que vous sachiez que quand vous entendez les mots Folstein ou MMSE, bien, vous allez savoir de quoi on parle. Le rôle et les impacts de la médication, bien, la médication, c'est là pour être en support. En fait, la première chose à faire, là, si vous voulez réussir votre intervention avec vos clients, avec les résidents, c'est d'avoir une approche appropriée. C'est votre meilleur outil, l'approche, puis on va voir un peu plus loin. Mais c'est certain que dans certaines situations,
la médication est nécessaire, puis il faut l'utiliser. Quand un résident a un PRN, c'est-à-dire un médicament à donner au besoin, il ne faut pas attendre que la personne soit en souffrance ou soit agressée. Il faut être capable d'évaluer. Oh, je pense que j'ai tout essayé, j'ai fait l'approche la mieux que je pouvais, puis ça ne fonctionne pas. Donc, le PRN a été prescrit, c'est pour une raison. Mais c'est évident qu'on va tout faire avant de donner de la médication. Puis, en général, les intervenants, quand il y a une approche, puis une bonne pratique, puis une bonne expérience, ils réussissent à faire des belles interventions avec les résidents. C'est important de savoir aussi que les gens, les êtres humains, c'est pas bien compliqué. Ce qu'on a besoin, c'est de répondre à nos besoins. Les premiers besoins qu'une personne va avoir, ça va être des besoins physiologiques. Les gens, s'ils sont en souffrance, c'est pas compliqué, c'est parce qu'ils ont peur, ils ont mal, ils ont envie, ils ont faim. C'est les besoins de base. Fait qu'il faut répondre à ces besoins-là. Fait qu'il faut aller vérifier. Est-ce que la personne a le mal? Est-ce que la personne a le faim? Est-ce que la personne a l'envie? Est-ce que c'est les premières choses à voir? Fait que les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, on a aussi besoin d'appartenance aussi. Si une personne se sent toujours toute seule, isolée, elle va souffrir. Les besoins aussi d'estime de soi, de sentir qu'on est reconnu, qu'on vaut quelque chose, qu'on participe. Fait que ça, c'est important aussi de faire participer les gens aux activités. C'est pas juste des poteaux et des chaises sur le bord de la rue, là. Fait que c'est important que les gens aient l'impression qu'ils font partie de l'activité de la résidence aussi, puis qu'on les fait, qu'on les implique dans toute la vie de la résidence. Fait que ça, c'est super important. D'ailleurs, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Moi, ça m'a toujours fasciné. Puis c'est ça que je dis souvent aux directrices. Les gens ont des problèmes de mémoire, ont des problèmes... ils ne sont pas capables de reconnaître leur conjoint, mais ils savent exactement la place où est-ce qu'il faut qu'ils s'assoient pour aller manger. Fait que le besoin de territoire, c'est très présent. Ils connaissent leur place pour aller manger, ils savent que c'est leur chaise, puis il ne faut pas leur enlever. Fait qu'il y a quand même des artefacts qui restent, puis c'est vraiment important. Fait que c'est important puis ça va faire partie de l'empathie, de vous mettre à la place des gens qui arrivent dans un milieu qui est différent, un milieu qui n'est pas le leur, un milieu où ces communautaires ne sont plus dans leur maison, avec des étrangers qui les lavent, qui sont obligés de se déshabiller tout nus devant eux autres, etc. Là, l'importance que vous avez auprès de ces personnes-là est vraiment primordiale. Vous allez entendre souvent le terme SCPD. SCPD, c'est les syndromes comportementaux et psychologiques de la démence. Fait que quand on parle de SCPD, là, c'est en fait tous les troubles de comportement qu'une personne peut présenter, habituellement quand un besoin n'est pas comblé. Comme je vous disais, là, les gens vont avoir de la misère au niveau de leur humeur, ils vont être agressifs, ils vont réagir s'ils se sentent confrontés. Fait que c'est important de bien comprendre qu'il y a des symptômes cognitifs qui font que les gens vont avoir des problèmes de comportement. Fait que les premiers symptômes cognitifs qu'on voit dans la démence, c'est les troubles mnésiques. Fait que les troubles de la mémoire diminue. Il existe, on peut dire différents types de mémoire, là. Il y a la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des souvenirs qu'on a de notre vie. Habituellement, à peu près à partir de l'âge de 3 ans, ben, moi je trouve ça très jeune, là. Mais essayez de penser aux souvenirs que vous avez quand vous étiez jeune. Moi, c'est plus vers 7-8 ans, là. Puis c'est souvent des événements plus marquants, des voyages, tu es allé en Floride, où il s'est passé tel événement. Ça, c'est la mémoire épisodique. Puis plus on vieillit,
ben, plus on a, ben, quand je me suis mariée ou quand, tu sais, c'est toute la mémoire de notre vie, c'est la mémoire épisodique. Le deuxième type de mémoire, c'est la mémoire sémantique. Fait que la mémoire sémantique, c'est la mémoire de la connaissance. Habituellement, à partir de l'âge de 1 an. Alors, c'est apprendre les mots. Tu sais, à partir d'1 an, tu regardes un livre, ta mère te montre un livre, puis elle va dire, ben ça, c'est un arbre, ça, c'est une maison. Fait que comment on nomme les choses, c'est la mémoire sémantique. À partir d'1 an, on commence à apprendre, puis plus on vieillit, plus on apprend des mots, on apprend des choses, c'est la mémoire sémantique. La mémoire procédurale, c'est celle du savoir. C'est comment on fait les choses. Comment on va repasser une chemise, comment on fait de la broderie. Je suis en train d'apprendre la broderie. J'ai un petit peu de misère. Fait que c'est comment faire les choses. Fait que c'est la procédure. Comment plier des nappes, comment... Fait que c'est la mémoire procédurale. Puis, la quatrième type de mémoire qui est vraiment importante, c'est la mémoire affective. C'est la mémoire de l'émotion, du ressenti. La mémoire procédurale, elle commence à peu près à 6 mois. Par exemple, le petit bébé à 6 mois va commencer à prendre sa suce, à le mettre dans sa bouche, à faire les choses. La mémoire affective, ben, est présente avant la naissance. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que avec la démence, les pertes mnésiques se font dans le même sens qu'elles sont arrivées. C'est-à-dire que souvent, c'est la mémoire épisodique qui va partir en premier. On ne se souvient plus de ce qu'on a fait la veille, bon, etc. Ensuite, la mémoire sémantique. Les gens vont oublier les mots, ce que veulent dire les choses. Ils vont te montrer quelque chose, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. La mémoire procédurale, souvent, ça reste plus longtemps. On va faire plier des serviettes aux madames, on va leur faire passer le balai, ça, ils se rappellent comment faire. Mais il y a une chose qui reste jusqu'à temps qu'on meurt, c'est la mémoire affective. C'est-à-dire que, pour mettre en mots plus simples, si vous êtes bête avec un résident, là, je vous jure qu'il va s'en rappeler. Puis quand vous allez revenir, il ne se souviendra pas de votre nom, il ne saura pas qui vous êtes, mais il va se rappeler de l'émotion que vous lui avez fait vivre, puis il va avoir de la misère avec vous. Fait que la mémoire affective, c'est la mémoire du cœur. C'est le contact qu'on a avec la personne, puis on l'a vécu avec le COVID dans le temps des fêtes. La directrice de l'Angélus a été en arrêt de travail parce qu'elle a eu le COVID, puis quand elle est revenue, à l'Angélus, il y a 52 résidents qui sont très, très, très atteints. Puis quand Diane est revenue, on a fait le tour, j'ai fait le tour avec elle pour qu'elle voie ses résidents. Puis malgré le fait que ce sont tous des gens qui ont une démence très avancée, ils l'ont toutes reconnue. Ils étaient tous contents de la voir parce qu'elle a un super beau contact avec elle. Fait que c'est important ce que vous dégagez auprès de la personne par votre approche. C'est hyper important. Le deuxième groupe de symptômes, c'est les désorientations, la désorientation dans les 3 sphères. Fait que dans le temps, les gens, ben, ils ne savent plus quel jour on est, ils ne savent plus si on est le printemps, l'hiver, l'été. Ils vont être désorientés dans l'espace aussi, ils vont se perdre. Par contre, ils ont des repères, les gens ils vont développer d'autres façons de se reconnaître. Puis la désorientation au niveau des personnes. Ils ne se rappelleront plus les liens entre, c'est-tu ma femme, ma fille, ma mère. Et fait que les personnes, ils vont avoir de la désorientation. Les troisième groupe de symptômes, c'est les troubles de la communication. Les troubles de la communication, bien, il y a l'aphasie. L'aphasie, c'est une atteinte du langage. Puis, juste pour vous dire, il y a 2 types là, qu'on voit. C'est quand ça touche l'expression, c'est l'aphasie de Broca. Puis quand ça touche la réception, c'est Wernicke. Fait que c'est les 2 personnes qui ont identifié ce type d'aphasie-là. Ce que ça veut dire, c'est que la personne avec une aphasie d'expression, vous allez lui parler, vous poser une question, la personne, elle comprend la question, mais ce qu'elle répond, elle sait ce qu'elle veut répondre, mais ce qui sort, c'est pas ce qu'elle veut qui sorte. Puis l'aphasie
au niveau de la réception, ben, c'est un peu l'inverse. Alors, la personne ne comprend pas ce que vous lui dites. Et il y en a ben, qui ont les deux en même temps. La graphie, ben, vous allez voir les gens qui ont des démences, à un moment donné, ils ont de la misère à écrire, ils vont faire de la micro, ils écrivent tout croche, puis à un moment donné, ils sont plus capables d'écrire. La lexie, ils vont avoir de la difficulté à lire. Puis la paraphrasie, ils vont substituer des mots pour un autre. Fait qu'ils vont déformer des mots. Ils vont avoir le manque du mot aussi qu'on appelle, c'est qu'ils vont dire une phrase puis ils ne trouvent plus leurs mots. Fait qu'au niveau de la communication, vous allez voir que les gens qui ont de la démence, ça se détériore aussi. L'autre groupe de symptômes, c'est les troubles perceptuels, l'apraxie puis l'agnosie. L'apraxie, c'est l'incapacité d'accomplir une tâche, même si on n'a pas de trouble moteur. Fait que tes bras, tes jambes vont bien, il n'y a aucun problème physique, mais tu n'es pas capable d'accomplir la tâche. T'es pas, par exemple, tu veux te brosser les cheveux, mais tu ne sais plus comment faire pour te brosser les cheveux, ou tu ne sais plus comment utiliser une fourchette, ou ça va être de mal utiliser les choses, puis de plus savoir faire les gestes. Vous allez voir quand les gens vont s'habiller, ils vont enfiler les affaires tout croche, vont mettre les chandails d'impact, c'est de l'apraxie. Puis de l'agnosie, c'est l'incapacité à reconnaître et identifier des objets malgré des fonctions sensorielles intactes. Ils vont prendre la brosse à dents puis ils vont se brosser les cheveux avec. Fait qu'ils sont plus capables de. Tu vas dire, tu vas mettre des objets devant la personne, un crayon, une montre, tu vas dire montre-moi la montre, ils ne sauront pas la différence entre la montre et le crayon. C'est de l'agnosie. Trouble du schéma corporel, ça, on le voit un peu plus rarement, mais ça va être la négligence unilatérale. La personne se rappelle pas qu'elle a un côté de corps, fait qu'ils peuvent rentrer dans les portes. Ils vont être négligents. Tu vas voir, il y en a qui c'est assez fascinant, ils vont manger, mais ils vont tous manger du même bord de l'assiette. Ils vont laisser l'autre côté. Discrimination droite-gauche. Bien ça, moi je reconnais pas ma droite et ma gauche. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est que les gens ne sauront plus leur droite, leur gauche, là, mais c'est pas dramatique, là, mettons. Difficulté dans les relations spatiales, figure-fond. Essayez toujours de penser, de vous mettre dans la tête de la personne. Ils ont une perception qui est différente. Ça veut dire que, je sais pas, vous avez sûrement déjà entendu parler que, par exemple, dans certains CHSLD, pour pas que les gens entrent dans l'ascenseur, ils vont mettre un carreau noir à terre, fait que les gens pensent qu'il y a un trou. Fait que les gens ont des perceptions différentes de ce qu'ils voient, autant au niveau de la TV. Fait que ce que ça peut faire, c'est que, tu sais, si mettons c'est l'automne, puis la lumière baisse, puis il y a un arbre dehors, puis ça fait de l'ombre, eux autres, ils peuvent percevoir ça différemment, puis avoir peur. Fait que leur perception est très différente, puis ça peut créer des peurs chez la personne. Fait qu'il faut toujours avoir ça en tête au niveau la figure fond, position dans l'espace. Tu sais, ils ont l'impression qu'ils sont plus proches ou plus loin. La distance, la profondeur, ils n'ont pas la même perspective. Puis ça, c'est d'un individu à l'autre, puis c'est difficile à évaluer parce que c'est dans leur tête, mais toujours avoir ça en tête, là, qu'ils n'ont pas la même perception que nous. Manifestation au niveau fonctionnel, mais on l'a nommé pas mal, là, tu sais, la diminution de l'attention. Écoute, tu ne feras pas écouter un film psychologique français à quelqu'un qui a une démence, là, il risque de trouver ça long en titi. Fait qu'ils vont plus être attentifs à des émissions plus pour enfants ou des comédies musicales. Où il ne faut pas qu'il y ait une attention soutenue. Diminution de la concentration, mais la concentration, c'est de l'attention soutenue, justement. Fait que c'est pas des gens qui vont commencer à lire un livre de 600 pages, c'est certain. Altération de la pensée abstraite, ça veut dire, en mots simples, c'est que les gens vont être au premier niveau, c'est-à-dire, si, mettons, vous dites à quelqu'un qui a une démence, l'habit ne fait pas le moine, il ne comprendra pas le sens caché de ce que vous dites du proverbe. Ils vont comprendre un habit, un moine. Fait que, ils ne seront pas au deuxième degré. La diminution du jugement, bien évidemment, si vous les mettez devant une décision à prendre, une problématique, la personne ne sera pas capable de faire
le lien, là, bon, il y a un feu, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Ils ne seront pas capables de faire une détermination de décision pour arriver à un résultat. Puis l'altération de capacité à résoudre des problèmes, c'est un peu la même chose, là, ça va être pas mal altéré. Les symptômes comportementaux, ça c'était plus les symptômes au niveau cognitif, au niveau de la cognition. Mais au niveau comportemental, les gens ils peuvent avoir de l'agitation verbale non agressive. Ça veut dire qu'ils vont parler beaucoup, ils vont faire des demandes répétées, ils peuvent faire des sons, de la lalation, émettre des sons fréquemment. Là. Ils peuvent avoir de l'agitation verbale agressive. Ça, c'est plus, ils vont sacrer, ils vont être indécents dans leur langage, ils peuvent crier, hurler, menacer les autres. Ils peuvent avoir de l'agitation physique non agressive, c'est-à-dire qu'ils vont faire les 100 pas, ils vont mettre des objets inappropriés dans leur bouche, ils vont faire des gestes indécents, ils vont se déshabiller, ils vont accumuler des objets. Bon, c'est pas agressif, mais c'est quand même de l'agitation physique. Ou de l'agitation physique agressive, ils vont pincer, griffer, etc. Les impacts des comportements, quand les gens ont des comportements comme ça, bien, ça a un impact sur le résident lui-même. Il peut se blesser, il peut blesser les autres, il peut se perdre aussi si il fait de l'errance puis il ne sait pas où il s'en va. Il peut se sentir isolé par l'entourage à cause de son comportement parce que les gens ont moins le goût d'aller le voir. Puis il peut aussi être étiqueté comme un résident qui est dérangeant puis qui est difficile. L'impact sur les autres résidents, bien, la qualité de vie des autres est diminuée. Un résident qui n'arrête pas de crier ou c'est dérangeant pour les autres résidents aussi. Quelqu'un qui mange malproprement ou qui échappe ça peut être dérangeant aussi pour les autres. Les autres peuvent avoir peur de devenir comme lui aussi. Il y a quand même des gens qui peuvent avoir certaines capacités d'introspection et qui vont avoir peur d'être comme lui. Ça peut amener un manque d'intimité parce que quand les gens font de l'errance intrusive, rentrent dans la chambre des autres, ça peut être dérangeant. Puis les familles, ça va avoir un impact sur les familles aussi. Bien, les familles, ils vont être gênés du comportement de leurs proches. Ils vont penser que c'est à cause qu'ils ont placé leur proche qui est devenu comme ça. Ils vont perdre confiance dans la qualité des soins. Ils vont dire que c'est peut-être qu'il n'y a pas les soins dont la personne a besoin. Puis, bien évidemment, sur vous autres aussi, ça a un impact parce que un comportement qui est dérangeant, qui est perturbateur, bien, ça devient lourd pour le personnel, ça devient aussi, tu as l'impression des fois que tu fais peut-être pas ta job comme il faut, tu n'as pas réussi, quand un autre réussit, fait que tu te mets en situation d'échec, tu vas te sentir coupable par rapport à la situation, puis ça peut amener à de l'épuisement professionnel aussi. Donc, c'est important, c'est pour ça que c'est hyper important de développer une belle approche parce que ça peut éviter beaucoup de ces comportements-là. Puis c'est pas si compliqué que ça. Les symptômes psychologiques, bien évidemment, quelqu'un qui a une démence, il va vivre l'anxiété, il peut vivre la dépression, des idées délirantes, il va s'imaginer toutes sortes de choses, des hallucinations, des illusions. La différence entre les hallucinations et les illusions, c'est que les hallucinations, les gens vont voir des choses qui n'existent pas. Les illusions, les gens vont déformer des choses qui existent. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les gens ont tous leur personnalité avant la démence et sont autre chose qu'une démence et que les gens ne changent pas tant que ça. Alors, il faut aussi les connaître, puis on va le voir quand on va parler de l'histoire de vie. Il faut savoir ce que les gens ont été avant. Habituellement, quelqu'un qui est anxieux avec une démence, c'est quelqu'un qui l'était avant, quelqu'un qui était dépressif. Voilà. Tu sais, on garde la même personnalité. Il y a certains traits de personnalité qui vont s'exacerber avec la démence, puis avec l'environnement, puis avec comment on s'adapte à la situation. Mais on reste la personne qu'on a toujours été.